C'était censé être juste un autre service de lundi aux urgences, jusqu'à ce que les portes s'ouvrent et qu'un jeune homme entre en portant dans ses bras une petite fille. De loin, cela ressemblait à n'importe quel accident domestique. Mais en s'approchant, ce que vous voyez n'a rien d'accidentel. C'est le genre de scène qui fait frissonner même les médecins expérimentés. Des marques de violence sur tout le corps, des blessures si graves qu'il est impossible de croire qu'elles proviennent d'une simple chute. Il dit qu'elle est tombée du lit. Vous savez que c'est un mensonge. Et quand il essaye de partir en disant qu'il doit déplacer sa voiture, une infirmière court après lui, l'attrape par le cou et le traîne de retour. Cet acte de courage empêcherait un monstre de s'échapper. Ce qui s'est passé dans les 10 jours précédents est si révoltant que cela a fait que des gens du monde entier se demandent comment une mère peut-elle laisser sa fille avec un homme qu'elle savait être violent. C'est l'histoire de Tegan, une fillette de seulement 4 ans qui aimait jouer dans le jardin et couvrait ses peluches avant de dormir. Un enfant qui aurait dû être protégé, mais qui a été enfermé dans un hangar et ignoré par tous ceux qui auraient pu la sauver. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et regardez jusqu'à la fin. Chaque détail de cette histoire montrera comment des signes criants ont été ignorés et comment un simple appel téléphonique aurait pu sauver une vie. C'était en juillet 2006 quand Helen Reyes, âgée de 26 ans, a donné naissance à Raleigh. La fillette a reçu le nom de Tegan Skiba, un enfant en bonne santé, aux yeux bruns et aux cheveux foncés qui est rapidement devenu le centre d'attention de la famille. Tous l'appelaient affectueusement T. La petite a grandi dans un environnement plein d'amour, surtout grâce aux grands-parents paternels, Gerald et Sarah, qui sont devenus des figures fondamentales dans son éducation. Tegan était une enfant brillante qui adorait les princesses et la couleur violette. Elle avait un amour spécial pour la nature, passait des heures à jouer dans le jardin de sa grand-mère, chassant les papillons et les coccinelles. Son grand-père se souvenait qu'il était impossible de ne pas se sentir bien juste en étant près d'elle. Elle avait un cœur d'or. Le soir, avant de dormir, elle couvrait soigneusement toutes ses peluches avec des couvertures pour les garder au chaud. Quand elle ne s'occupait pas de ses jouets, elle adorait faire des colliers avec des perles. C'était une enfant qui aimait beaucoup et voulait être aimée en retour. La relation entre Helen et Jerry, le père de Tegan, a été troublée dès le début. Ils se sont rencontrés dans un restaurant Applebee's un an avant la naissance de la fillette. La relation a évolué rapidement, Helen est tombée enceinte, mais peu après la naissance de Tegan, Jerry est devenu physiquement violent. Le couple s'est séparé et Jerry a fait peu d'efforts pour rester dans la vie de sa fille, étant par la suite arrêté pour trafic de substances illicites. Malgré l'absence du père, Tegan était entourée d'amour. Les grands-parents paternels n'aidaient pas seulement Helen avec les soins de l'enfant, mais avaient créé une vraie connexion avec leur petite fille. Si la décision avait été laissée à la famille paternelle, ils auraient pris la garde pour offrir à l'enfant la vie heureuse qu'elle méritait. Malheureusement, Helen avait d'autres plans. Après la séparation, Helen restait célibataire pendant un moment. Tout a changé au début de 2010, quand elle a rencontré Jonathan Douglas Richardson, âgé de 21 ans. Comme son ex-compagnon, Jonathan avait un passé problématique avec des condamnations pour agression, dommages à la propriété et conduite sous l'influence de l'alcool. Jonathan ne cachait pas son tempérament difficile. Selon les proches, il criait fréquemment et insultait Helen, qui devenait silencieuse et timide autour de lui. Malgré tous les signes, indiquant qu'elle avait passé d'une relation abusive à une autre, Helen a permis qu'elle s'approfondisse encore plus dans cette relation et sans hésitation lui a donné accès à sa fille. Peu après le début de la relation, Helen a commencé à se distancer de la famille de Tegan. Soudain, elle a arrêté de répondre auxquels appels et aux messages, coupant le contact avec les personnes qui avaient joué un rôle fondamental dans l'éducation de la fillette. Cela a dévasté la famille qui a tenté de chercher des moyens légaux pour obtenir la garde, mais les lois de Caroline du Nord rendaient cela difficile. Helen s'est aussi disputée avec ses propres parents. Vers juin 2010, elle et sa maman Maria ont eu une dispute sérieuse après laquelle elle a décidé de déménager et de vivre définitivement avec Jonathan, emmenant Egan brusquement loin de son système de soutien. Déménager avec un jeune enfant pour vivre avec un homme qu'elle connaissait depuis peu de temps était extrêmement irresponsable. La relation était nouvelle. Helen connaissait peu de choses à la façon dont il traiterait sa fille. Ce qu'elle savait, c'est comment Jonathan la traitait, avec des cris et de l'agression. Même ainsi, elle a décidé de déménager avec lui. Il y avait un problème plus important. Jonathan vivait dans un hangar converti dans la cour des grands-parents. La structure avec un toit de métal, mesurant environ 6 mètres sur 6 mètres, était située à environ 45 mètres de la maison principale. Le hangar aurait pu convenir à un jeune homme célibataire, mais était complètement inadéquat pour un enfant de 3 ans. Il avait d'électricité, mais pas d'eau courante ni de toilette. Les habitants faisaient fréquemment leurs besoins à l'intérieur du lieu même. Ils n'avaient pas non plus de cuisine. Helen, Jonathan et Tegan dormaient tous ensemble sur un seul matelas au sol. Selon les voisins, le temps de Tegan dans le hangar n'était pas complètement misérable au début. Ils se souvenaient de l'avoir vu jouer dehors. Helen parlait bien du relationnement de Jonathan avec sa fille, le qualifiant de figure paternelle. Elle dit qu'il était parfois strict avec la fillette, mais montrait de l'amour et de l'attention. «
Je lui faisais confiance à sa parole. Tegan a dit qu'elle l'aimait vraiment et voulait qu'il soit son père. C'était une version fabriquée de la réalité qu'Hélène s'était convaincue. La vie réelle dans le hangar était beaucoup plus sombre. Jonathan avait un tempérament incontrôlable qui le faisait exploser contre Hélène et sa famille. Même sa grand-mère admettait d'avoir peur de lui. Son comportement violent s'étendait à tout le monde dans sa vie, y compris Tegan, la fillette de 3 ans. Hélène a prétendu qu'elle avait essayé d'établir des limites sur la façon dont Jonathan traitait sa fille, mais ses actions ont montré le contraire. Une fois, quand elle est revenue d'un voyage au marché, elle a trouvé la fillette avec une coupure à la tête. Jonathan a prétendu qu'elle était tombée de son vélo. Une autre fois, après un voyage à la plage, Tegan avait un œil blessé, que Jonathan a expliqué avoir été causé par une vague. Peut-être le plus troublant était quand Hélène est rentrée à la maison et a trouvé la fillette couverte de marques rouges. Selon Hélène, « Je suis entrée, je l'ai prise, je l'ai embrassée et j'ai dit que je l'aimais. Il m'a dit qu'il l'avait battue parce qu'elle avait vomi sur sa chaise. Il l'a agressée avec un fil électrique. Et je suis entrée, je l'ai prise, je l'ai tenue et j'ai dit que je l'aimais, demandant si elle allait bien. J'étais en colère, j'étais indignée, j'étais prête à partir, je voulais m'en aller. Je lui ai dit de ne jamais toucher Tegan pour la discipliner de cette manière. » Hélène a insisté qu'elle était contre cette violence et se disputait avec Jonathan chaque fois que cela arrivait. Cependant, elle a continué à garder Tegan près de lui et les laissait souvent seule. Au début de juillet 2010, Hélène devait trouver quelqu'un pour prendre soin de Tegan pendant qu'elle passait 10 jours d'entraînement dans la réserve de l'armée américaine au Nouvel-Mexique. Elle avait plusieurs options, y compris les grands-parents aimants de Tegan ou ses propres parents. Au lieu de cela, elle a choisi Jonathan quand il s'est proposé pour prendre soin de la fillette. Hélène a accepté immédiatement, malgré sa connaissance de sa cruauté envers sa fille. Le 5 juillet 2010, juste un jour avant le 4e anniversaire de Tegan, Jonathan a conduit Alan au lieu d'entraînement militaire et la fillette était avec eux dans la voiture. La petite a dit au revoir à sa mère, sans savoir qu'elle la voyait vivante pour la dernière fois. Sur le chemin du retour, Jonathan s'est arrêté dans un magasin où il a acheté un verrou et un cadenas. Des objets qui ont été par la suite trouvés sur la porte du hangar, évidemment pour garder Tegan enfermée à l'intérieur et les autres dehors. Comme prévu, Jonathan n'est pas soudainement devenu attentionné quand il a assumé la responsabilité de Tegan. Au lieu de cela, il a soumis la petite à 10 jours de traitement cruel qui ont par la suite fait pleurer le personnel de l'hôpital et les policiers. Le premier jour après le départ d'Elan, Jonathan a commencé à établir des règles pour Tegan. Comme il n'y avait pas de toilette dans le hangar, il a exigé qu'à la fillette, qui venait de terminer 4 ans, utilise un seau. Quand elle a eu un accident, normal pour un enfant de son âge, Jonathan est devenu furieux. Il a attaché ses mains à une poutre et a commencé à la battre avec un fil électrique. La peau fine de Tegan ne pouvait pas supporter les coups et bientôt des rayures rouges sont apparues sur son corps. Des taches de sang sont restées sur le matelas où la fillette dormait. Il l'a forcée à répéter plusieurs fois « Quand j'aurai besoin d'utiliser les toilettes, je promets que je le dirai à quelqu'un. » Le soir, quand elle s'est finalement endormie, épuisée par la douleur et la peur, Jonathan a envoyé à Hélène une photo de Tegan dormant, agrippée à un t-shirt ensanglanté. La légende disait « Tout va bien ». Hélène, étant loin, n'a posé aucune question. Le deuxième jour, Jonathan a commencé à montrer des formes encore plus cruelles de violence. Il a interdit à Tegan d'utiliser les toilettes de la maison, transformant les besoins naturels de l'enfant en motif de punition. Découvrant que Tegan avait mouillé le matelas encore une fois, il est devenu furieux. Cette fois, il ne s'est pas limité aux agressions physiques. Prenant une pince, il a tenu les petits doigts de Tegan, l'empêchant de retirer sa main, puis a inséré quelque chose sous son ongle et a tiré brusquement vers le haut jusqu'à ce que l'ongle se détache. Les cris de la fillette ne faisaient que l'exciter davantage. À la fin de la journée, elle avait perdu plusieurs ongles et ses doigts s'étaient transformés en une masse sanglantée. L'enquête a par la suite découvert des traces de divers fluides corporels sur les sous-vêtements de Tegan. Preuve claire que l'abus était devenu une partie de son tourment dès les premiers jours. Le troisième jour, le 8 juillet, la température dans le hangar a atteint 42 degrés Celsius. Dans cette boîte étouffante et chaude, Tegan pleurait de soif. Jonathan a créé une nouvelle forme de torture. Il a placé un bol d'eau devant elle, mais lui interdit de boire. Les chiens boivent avec leur langue, il a ri, observant la souffrance de l'enfant de 4 ans. Quand Tegan, torturée par la soif, s'est penchée vers le bol, essayant de prendre de l'eau avec ses lèvres, Jonathan a soudainement mordu son oreille, laissant une blessure irrégulière. Ce n'était pas la dernière morsure. À la fin des 10 jours, son corps avait 66 morsures de morsures humaines, certaines si profondes qu'elles ont atteint le tissu musculaire. Dans certains cas, il a littéralement arraché des morceaux de chair avec ses dents. Cette même nuit, Jonathan l'a fait se tenir debout face au mur avec les bras levés, répétant plusieurs fois la même phrase. « Quand j'aurai besoin de faire pipi, je promets que je le dirai à quelqu'un. » À un moment donné, il a commencé à enregistrer cette humiliation, faisant une vidéo de 37 secondes de sa souffrance. Dans l'enregistrement,
Tegan, épuisé, portant une chemise rose et un pantalon foncé, se tient avec les bras étendus face au mur et répétait de façon monotone la phrase. Jonathan l'interrompt en criant pour qu'elle parle plus fort. Apparemment effrayée, elle répète la phrase 4 fois de plus, cette fois plus fort. Le 4e jour de torture, le corps de Tegan était déjà couvert de blessures et d'échymoses. Jonathan a commencé à créer de nouvelles formes de tourments. Il a découvert qu'un fil électrique exposé pouvait être utilisé non seulement pour frapper, mais aussi pour une torture plus sophistiquée. Il a enroulé le fil électrique exposé autour du cou de Tegan et l'a brièvement connecté à une prise. Le courant électrique a parcouru le corps de l'enfant, causant des convulsions et laissant des brûlures en forme de spirale sur sa peau. Quand Tegan criait en appelant sa mère, Jonathan frappait sa tête contre le mur, exigeant le silence. Par la suite, l'enquête a découvert des enregistrements audio de ces tortures, où on entend les cris désespérés de Tegan « Maman, aide-moi » et la réponse rude de Jonathan « Tais-toi », suivie par le son d'un coup. Chaque jour, le corps de Tegan recevait de nouvelles blessures par-dessus les anciennes encore non cicatrisées, multipliant la douleur. Un médecin qui a par la suite témoigné au procès a observé qu'une telle superposition de nouvelles blessures sur les anciennes est un signe de gratification sadique, causée de la douleur de façon répétée aux mêmes endroits. Le 5e jour de confinement de Tegan dans le hangar, Jonathan semblait devenir de plus en plus obsédé par la documentation de sa souffrance. Il enregistrait des vidéos de la fillette, affaiblie par la faim, la soif et la douleur, suppliant pour la miséricorde. Dans une des vidéos, faite dans la nuit du 10 juillet, Tegan se tient contre le mur, les mains attachées par une corde levée de façon à ce qu'elle touche à peine le sol avec ses pieds. Jonathan la force à répéter des phrases sur la façon dont elle lui dira quand elle aura besoin d'utiliser les toilettes, criant sur elle quand elle parle trop bas. Pendant ce temps, tandis que la petite Tegan souffrait, Jonathan continuait à mener une vie normale. Il échangeait des messages avec 2 femmes sur les réseaux sociaux, flirtant et arrangeant des rendez-vous, ignorant complètement l'agonie de l'enfant enfermé à quelques mètres. Le 6e jour de torture, Tegan était déjà dans un état semi-conscient. Son corps ne pouvait pas supporter l'abus constant. Malgré cela, Jonathan a trouvé de nouvelles formes de la torturer. Il a inventé un jeu dans lequel il attachait Tegan par les mains à une poutre du ciel et la balançait comme un pendule. Pendant qu'il faisait cela, il essayait de frapper son estomac avec une barre à chaque mouvement. Les voisins ont par la suite rapporté qu'ils entendaient des bruits étranges venant du hangar, mais personne n'a rien fait de cela. La grand-mère de Jonathan s'est une fois approchée du hangar et a noté que les marches de la porte étaient sales d'exécrans. Elle a frappé à la porte et entendu son petit-fils ordonner brusquement à Tegan de ne pas s'approcher de la porte. Personne n'a répondu et elle est partie sans prendre d'autres actions. Par la suite, lors de l'autopsie, 37 fractures dans les côtes de Tegan ont été découvertes. Certaines d'entre elles étaient dans le processus de guérison. Cela voulait dire que les côtes ont été cassées à différents moments au cours de ces terribles jours. Les coups sur son corps étaient si forts qu'ils ont causé de multiples fractures osseuses. À ce point-là, le hangar s'était transformé dans un lieu d'horreur inimaginable. Une forte odeur d'urine et d'exécrans imprégnait tout. Tegan était privée de la capacité de maintenir une hygiène basique. Son corps était couvert d'exécrans, de sang et d'autres sécrétions. Jonathan semblait aimer créer cette condition, niant Tegan même la dignité humaine de base. Le 8e jour de torture, Tegan était au bord de la vie et de la mort. Son corps luttait contre ses dernières forces, mais ses chances de survivre à ce traitement étaient pratiquement inexistantes. La fillette n'avait même pas la force de pleurer. Elle restait immobile, complètement à la merci de son tortureur. Le 16 juillet 2010, une semaine et quelques jours après son 4e anniversaire, Tegan a eu un accident sur le matelas gonflable qu'elle partageait avec Jonathan. Cela a mis en fureur. Il a pris un fil électrique extension et a commencé à l'abattre, frappant sa tête si fortement qu'elle a perdu conscience. Le coup était si terrible qu'il a véritablement fendu son crâne. La matière cérébrale a commencé à s'écouler par ses oreilles. L'hémorragie interne dans son bras n'était incompatible avec la vie. Réalisant qu'il était allé trop loin, Jonathan a pris son corps inconscient et l'a emmené à l'hôpital. Cependant, il ne l'a pas fait immédiatement. Il a attendu plus de 3 heures avant de la livrer au Johnston Medical Hospital. À l'arrivée, il a menti. Tegan était supposément en train de sauter sur le lit et est tombée, se cognant la tête. Il a prétendu qu'il lui avait donné une poche de glace et l'avait amenée à l'hôpital seulement quand sa tête a continué à faire mal. Mais le corps torturé de la fillette racontait une histoire complètement différente et horrible. Quand l'équipe médicale a vu la condition de Tegan, ils ont été choqués. Son corps avait plus de 140 blessures, y compris des coupures, des lésions, des blessures déchirées, des marques de fouet, des croûtes, des cicatrices et des ecchymoses. 66 marques de morsures humaines la couvraient de la tête aux pieds, certaines si profondes qu'elles atteignaient le tissu musculaire. Ses poignets étaient cassés,
Ces zones intimes montraient des signes d'ecchymose et de saignement. Le trauma cumulatif avait causé à Tegan la perte de plus de 70% de son sang. Les blessures internes étaient encore plus sérieuses. Les blessures à sa tête avaient causé un gonflement et un saignement dans le cerveau. Selon un des médecins qui l'a traité, pratiquement, il n'y avait pas une seule partie de son corps qui avait été épargnée, quelque chose qu'il n'avait jamais vu en 25 ans de pratique médicale. L'infirmière Mary Butler était si choquée et indignée en voyant les blessures de Tegan qu'elle a attaqué Jonathan directement. Sentant son incrédulité, il a essayé de partir, disant qu'il devait déplacer son camion. Butler, réalisant qu'il essayait de s'échapper, a couru après lui. Elle a réussi à l'attraper par la gorge et l'a physiquement traîné de retour aux urgences. Les actions courageuses de Butler ont permis à la police d'arrêter rapidement Jonathan. Pendant ce temps, l'équipe médicale travaillait désespérément pour sauver la vie de Tegan. Sa condition était si critique qu'elle a été bientôt transférée au UNC Medical Center à Chapel Hill et placée sous assistance respiratoire. Malgré tous les efforts des médecins, la condition de Tegan a continué à se détériorer. Le lundi 19 juillet 2010 à 18h30, Tegan a été déclarée morte. Sa mort a été classifiée comme homicide. Quand la police a commencé son enquête, elle a découvert une vraie chambre de torture dans le hangar. Parmi les preuves trouvées étaient des vêtements ensanglantés, un enregistrement de Tegan suppliant pour la miséricorde, de nombreux instruments de torture, y compris un fil électrique cassé avec des fils de cuivre exposés et de nombreuses taches de sang partout dans l'environnement. L'analyse ADN a confirmé que plus de 30 objets trouvés dans le hangar contenaient le sang de Tegan. Parmi les objets sur lesquels des traces de sang ont été trouvées étaient des sous-vêtements, des pantalons, un sac de couchage, une taie d'oreiller et même un bâton. Tout indiquait que la petite avait expérimenté un vrai enfer pendant ces 10 jours. Les derniers mots de Tegan que d'autres ont entendus étaient une supplication « Je ne demanderai plus à aller aux toilettes ». Un témoignage tragique de comment sa dignité humaine a été complètement piétinée par son tortionnaire. Jonathan Douglas Richardson a été initialement accusé d'abus d'enfant et d'agression sur un enfant. Après la mort de Tegan, une accusation d'homicide au prémédité a été ajoutée. Hélène Reyes est rentrée à la maison le jour suivant. L'hospitalisation de Tegan. Elle a été autorisée à faire des visites limitées à sa fille à l'hôpital pendant que l'enquête était en cours. Le service de protection de l'enfance du comté de Wake a déterminé que Hélène avait échoué à protéger sa fille et à la confier à un gardien approprié avant de partir pour l'entraînement. Le 29 juillet 2010, Hélène Reyes a été accusée de négligence d'enfant. Jonathan s'est comporté de façon anormalement calme depuis le moment où il est arrivé à l'hôpital. Quand les médecins l'ont informé de la mort de Tegan, il a simplement soupiré comme s'il recevait des informations insignifiantes. Pendant l'interrogatoire, Jonathan a prétendu qu'il donnait un bain à Tegan, mais est allé brièvement à la cuisine, chercher une bière. En son absence, il a entendu un bruit sourd et a supposé que Tegan avait cogné sa tête dans la baignoire. Cependant, l'enquête a bientôt découvert que la réalité était complètement différente. L'examen médico-légal a déterminé la cause de mort de Tegan comme trauma contondant à la tête et la manière de la mort a été classifiée comme homicide. L'examen a aussi révélé des signes de multiples blessures indiquant un abus sévère. Toutes les données médicales contredisaient complètement la version de l'accusé d'un accident. Pendant qu'il était en détention, Jonathan a exhibé des problèmes comportementaux troublants. Il a incité d'autres prisonniers à faire son sale boulot, a menacé de poignarder un garde et a même fait une arme improvisée avec sa brosse à dents. Il a aussi commencé à jeter ses propres excréments sur le personnel. Le procès de Tegan est devenu l'un des plus minutieusement documentés dans l'histoire de l'État, grâce à la permission du juge de faire un enregistrement vidéo complet de toutes les sessions. Les avocats de défense ont argumenté que Richardson venait d'une éducation abusive, n'avait pas d'expérience à s'occuper d'enfants et souffrait d'un trouble d'anxiété. Ils ont dit que Richardson n'avait jamais l'intention d'éliminer Tegan, il essayait de sauver sa vie. Ils n'ont jamais nié que Jonathan était celui qui avait causé la mort de la finette. Ils ont dit que c'était une seule blessure, un trauma à la tête qui a tué l'enfant, pas une chaîne d'actions. Mais les procureurs ont dit que Richardson savait exactement ce qu'il faisait. Il n'était pas ivre, il n'était pas handicapé, il vivait ses désirs sadiques. Et il avait Tegan là pour continuer l'abus. Il n'y avait jamais eu de pause pour elle dans cette chaîne. Après avoir considéré toutes les preuves et entendu le témoignage des témoins, le jury n'a eu que besoin de 90 minutes pour arriver à un verdict. Le 4 avril 2014,
Jonathan Richardson, âgé de 25 ans, a été trouvé coupable de toutes les accusations, y compris l'homicide de premier degré, l'enlèvement premier degré, l'agression sur un enfant du premier degré et l'abus d'enfant résultant des blessures corporelles graves. Pendant la lecture du verdict, Jonathan est resté impassible, tandis que sa mère pleurait dans la salle d'audience. Le juge l'a immédiatement condamné à la peine de mort, la punition mandatoire pour homicide prémédité dans l'État de Caroline du Nord. Helen Reyes a été trouvée coupable de négligence d'enfant le 6 mars 2019, presque 9 ans après la mort de Tegan. Elle a été condamnée à un minimum de 18 mois de prison. Le shérif du comté de Johnstone, Steve, a commenté sur Helen. Elle a négligé ses devoirs maternels. Elle avait vu sa fille être agressée dans les mains de Jonathan avant même qu'elle parte, alors oui, elle est coupable de cela. Les enfants sont sans défense. Nous avons une soi-disant mère qui s'est tout simplement détournée. Les résidents des comtés Wake et Johnstone ont été profondément choqués par le cas de Tegan. Beaucoup ont considéré non seulement Jonathan et Helen coupables, mais aussi les grands-parents, qui ont vu des signes d'abus mais n'ont pas intervenu. Le hangar était à seulement 45 mètres de leur maison. Il est difficile de croire qu'ils n'ont pas entendu les cris de la fillette pendant 10 jours de torture. Les funérailles de Tegan ont eu lieu privément. Elle a été enterrée à Raleigh Memorial Park. Les grands-parents de Tegan ont laissé un message émouvant sur un mémorial en ligne. Se souvenant de comment elle adorait jouer dans la piscine, comment elle appelait tous les matins « jour ensoleillé » et comment elle demandait qu'il prépare de l'avoine de sirop d'érable avant de jouer dehors. L'histoire de Tegan est devenue un rappel important de la nécessité de protéger les enfants de l'abus. Sa courte vie s'est terminée tragiquement, mais son histoire continue de servir comme un appel à l'action. Si vous voyez des signes d'abus d'enfants, ne restez pas silencieux. Un appel au service de protection de l'enfant peut sauver une vie. Si Tegan était vivante aujourd'hui, elle aurait 19 ans. Au lieu de cela, nous pouvons que nous souvenir et nous efforcer de garantir qu'aucun enfant n'expérimente le cauchemar qu'elle a vécu. Si cette histoire vous a touché d'une quelconque façon, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Des histoires comme celle de Tegan doivent être racontées pour que nous puissions protéger d'autres enfants. Laissez un commentaire, partage en vos pensées et suggestions d'autres cas qui devraient être abordés. Votre participation aide à maintenir vivant la mémoire de ceux qui ne peuvent plus parler pour eux-mêmes.